Une marche silencieuse est organisée dans les rues de Sydney. Ces familles aborigènes protestent contre la mort de l'un de leurs proches en prison. Dans l'indifférence générale, mais sous la surveillance de nombreux policiers, ce petit groupe de natifs australiens veut dénoncer l'impunité des bourreaux de leurs enfants. Ça se passe partout dans le pays, dans tous les États. Le nombre de morts est scandaleux. C'est intolérable. En moins de 30 ans, près de 450 aborigènes sont morts en détention. Les premiers Australiens ont environ 15 fois plus de risques d'y perdre la vie que les Blancs. Ces familles aborigènes sont toutes dans l'attente d'une enquête ou d'un procès. Leitona Dungay se bat depuis 5 ans pour obtenir justice. Son fils David purgeait une peine pour vol et agression. Il est mort étouffé par ses geôliers. 29 décembre 2015. Les gardiens veulent transférer David dans une autre cellule. Mais le détenu refuse. Alors, il décide d'employer la force. Cette vidéo a été filmée par la caméra embarquée d'un surveillant. Les lettres à l'écran sont utilisées pour identifier chaque gardien. David est emmené dans la cellule voisine et plaqué sur le lit. Une infirmière lui administre alors un sédatif. Peu à peu, sa respiration se fait de plus en plus difficile. Quelques secondes plus tard, David est inconscient. Il ne se réveillera jamais. C'est après des mois de procédure que les avocats de la famille ont réussi à récupérer et à diffuser cette vidéo. Mais pour l'instant, aucun procès n'a eu lieu. Ils ne peuvent plus se cacher, c'est la preuve. Voilà ce qu'ils font aux aborigènes. Mon fils ne se défendait pas. Ils se sont jetés sur lui, à 6. Ils l'ont pulvérisé. Son visage était tout écrasé quand ils me l'ont ramené dans un cercueil. Ils n'ont pas respecté les procédures. Ils devraient être poursuivis. Les espoirs de la famille Dungay sont minces. Aucun décès d'un aborigène en prison n'a jusqu'ici donné lieu à des condamnations. Pour Paddy Gibson, universitaire et défenseur des droits aborigènes, cela s'explique par le racisme des autorités australiennes. Pour en arriver à de telles injustices, il faut déshumaniser ces gens, faire croire à tout le monde qu'ils sont des êtres inférieurs. Et cela se produit tous les jours, dans toutes les facettes de notre société. 200 ans après la colonisation par les Anglais, de nombreux aborigènes vivent comme exclus de la société. Comme si les premiers Australiens étaient des étrangers sur leur propre terre. C'est la face cachée de ce pays du bout du monde qui fait tant rêver. L'Australie, une île-continent, un pays de 26 millions d'habitants grand comme 14 fois la France. Une terre d'opportunités, affichant une forte croissance économique, un Eldorado pour nombre d'étrangers. Chaque année, sur invitation du pays, 200 000 d'entre eux sont sélectionnés et viennent d'ailleurs y tenter leur chance. Mais derrière ces images de cartes postales, un drame se joue depuis des siècles, celui des premiers Australiens. Installés sur ces terres depuis des millénaires, les aborigènes sont la plus ancienne civilisation humaine vivant sur notre planète. Mais depuis l'arrivée des colons anglais au XIXe siècle, ils vivent au banc de la société. D'abord massacrés par milliers, les aborigènes sont assimilés de force aux mœurs de la société blanche. Placés dans des couvents ou des familles d'accueil, les enfants indigènes doivent apprendre à vivre comme de bons petits blancs. En organisant le métissage de la population, le pouvoir a même tenté pendant des décennies de blanchir les natifs australiens. Aujourd'hui, de nombreux aborigènes ont la peau pâle. Mais qu'ils soient blancs ou noirs de peau, ils vivent toujours comme des citoyens de seconde zone. On n'a pas de famille, on n'a pas de maison, on dort dans l'herbe. Les gens viennent dans ce pays en pensant que c'est un Eldorado, mais ils ne savent pas que pour nous les natifs, c'est le tiers-monde, alors que ce sont nos terres. Depuis une dizaine d'années et l'accession au pouvoir de la droite conservatrice, d'autres minorités se sentent stigmatisées.
L'Australie, l'un des pays qui accueillait le plus d'étrangers au monde, a durci sa politique migratoire. Les communautés africaines, asiatiques ou de confession musulmane s'inquiètent aujourd'hui de la montée en puissance d'un sentiment anti-immigré au sein d'une partie de la population. On me dit souvent de retourner dans mon pays. Et moi, ça me fait rire. Parce que c'est mon pays ici. Je suis né ici. Depuis quelques années, l'extrême droite gagne du terrain. De nouveaux partis xénophobes affichent ouvertement leur haine des étrangers. La Chine ressemble à la Chine parce qu'elle est pleine de Chinois. À quoi ressemblera l'Australie quand il n'y aura plus de Blancs? Ce ne sera plus l'Australie. Autre victime de ces tensions, la communauté musulmane qui se sent de plus en plus pointée du doigt par la droite radicale. Il faudrait interdire l'immigration musulmane. Et moi, je pense qu'il faudrait tous les ficher. Et depuis peu, un acte sanglant a renforcé leur peur. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le pays voisin, un suprémaciste australien a ouvert le feu dans une mosquée. Bilan, 51 morts et 49 blessés. Nouveaux arrivants ou natifs, en Australie, certaines minorités se sentent victimes de racisme. Enquête sur le plus grand tabou du pays. Prison pour mineurs de Reiby, à 50 km au sud de Sydney. Face à la délinquance juvénile, l'Australie est l'un des pays les plus répressifs au monde. Ici, les plus jeunes détenus ont tout juste 10 ans. Derrière ces portes blindées se cache un autre tabou. Noirs de peau ou métis, plus de la moitié des détenus sont aborigènes. En moyenne, les premiers Australiens ont 25 fois plus de risques que les Blancs de finir derrière les barreaux. Les pires statistiques au monde pour une minorité. Après des mois de négociations, nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de filmer cette unité pour filles. Mais nous n'avons pas le droit de montrer leur visage, ni de révéler leur identité. Ces adolescentes vivent surveillées 24 heures sur 24. La plupart d'entre elles purgent des peines de prison pour vol ou agression. Moi, je suis là pour vol à main armée. Je suis sortie pendant quelques temps. Enfin, j'étais dehors, mais en liberté surveillée. C'est un peu comme s'ils te donnaient une seconde chance. Mais bon, il faut pointer au tribunal. Voilà, c'est ça. Mais je n'ai pas respecté les conditions. Alors je me suis retrouvée ici, encore. À Reiby, comme ailleurs dans le pays, c'est souvent le désœuvrement et la pauvreté qui conduisent tant de jeunes aborigènes en prison. Scott Harrison, le manager de l'établissement, est fier de nous montrer qu'il s'attaque au problème. Ici, les détenus reçoivent des formations pour préparer leur avenir. Bonjour. Vous en avez bientôt fini pour aujourd'hui? Alors qu'est-ce que vous faites? Plein de biscuits différents et des cookies. Qu'est-ce que tu as fait comme cookies aujourd'hui? Des biscuits. Voilà, on nous a dit que ça s'appelait des biscuits et pas des cookies. Ce matin, elle faisait des gâteaux et des cookies. Et là, c'est l'atelier pizza. La plupart du temps, on leur enseigne la cuisine de tous les jours pour qu'elles apprennent à se débrouiller. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une formation pour trouver un emploi. Leur punition, c'est le fait d'être ici. Nous, on essaye de les préparer à sortir. Et surtout, à ne pas revenir. Malgré les efforts de Scott, 60% des jeunes détenus aborigènes récidivent et repassent par la case prison. C'est le cas de Marie. À seulement 15 ans, c'est déjà son 4e séjour à Reiby. Je vis dans une petite ville. Et j'essaye de m'en sortir, mais il n'y a pas grand-chose à faire dehors. Et il y a beaucoup de mauvaises personnes. On est abandonnés. Alors on traîne avec des gens pas très recommandables. Et on termine ici. Sous ces airs d'établissement modèle, Reiby n'en reste pas moins une prison. En dehors des activités obligatoires, les détenus passent le plus clair de leur temps, isolés, en cellule. Kelly a été condamnée pour coups et blessures. Elle a accepté de nous montrer sa chambre. Ça, c'est mon lit, c'est là que je dors.
Ça, c'est ma radio. Et ce bouton-là, c'est pour appeler les gardiens. Ma salle de bain avec ma douche. Là, on met le savon. J'étais ici pour mon anniversaire. J'ai eu 17 ans. Et ça vient de dehors. J'ai reçu ces cartes de mes copines. Et ça, là-haut, c'est un endroit où j'ai affiché mes rêves. J'ai découpé ça dans des journaux. Mais quels sont tes rêves? Bien sûr, j'aimerais bien me marier, avoir une maison, voyager, ce genre de choses. Je ne sais pas trop si ça va arriver, mais je l'espère. J'espère aussi que c'est ma dernière fois. Je vais bientôt avoir 18 ans, alors je vais devoir mieux me conduire. Parce que je pourrais finir dans un endroit bien pire qu'ici. Avec son programme de réinsertion, Rebi fait figure d'exemple en Australie. Mais c'est aussi une exception. Dans nombre de prisons du pays, les aborigènes représentent près de 100% des détenus. Et la vie peut rapidement y devenir un enfer. Nous avons obtenu ces vidéos qui ont choqué tout le pays. Tournées dans plusieurs centres de détention pour mineurs, elles révèlent les violences subies par les jeunes prisonniers. Sur ces images, cet enfant aborigène métis n'a que 13 ans. Après une altercation avec ses geôliers, il est dénudé de force. La procédure vise soi-disant à l'empêcher de se faire du mal avec ses vêtements. Traumatisé, le jeune garçon fond en larmes. Cet enfant, nous l'avons retrouvé. Malgré sa peau blanche, Dylan est aborigène par ses ancêtres. Âgé de 21 ans, il est désormais libre, après plus de 8 longues années passées derrière les barreaux pour des vols, avec violence. Lorsque j'avais 12 ans, le juge a voulu faire de moi un exemple. Et il m'a condamné à 22 mois de prison. Maintenant, quand je repense à tout ça, je me dis qu'il n'y a rien de normal. Ça a détruit ma vie pour toujours. Je ne retrouverai jamais mon enfance. Dylan grandit dans un contexte difficile. Pauvreté, drogue, mauvaise fréquentation. Il bascule très jeune dans la délinquance. Mais il est alors loin de s'imaginer ce qui l'attend en prison. Ça, c'était en octobre 2010. J'avais à peu près 12 ans. Ce qu'il y a de plus triste dans cette vidéo, c'est que le gardien était lui aussi aborigène. On s'est engueulé, il m'a attrapé par le short et il m'a balancé sur le matelas. C'est la première fois que je me suis vraiment senti mal. J'avais peur. Là, j'avais 16 ans. Tu restes tranquille, hein. On va revenir te voir. On veut pas te garder là. J'avais menacé de me suicider. Alors ils m'ont attaché sur cette chaise pendant près de 3 heures. C'était très humiliant. Et pourquoi ils t'ont mis une cagoule? Parce que j'avais craché sur les gardiens. Les gardiens, ils étaient plus forts que moi. Je ne pouvais pas me défendre. Je ne pouvais pas les repousser. Alors pour moi, c'était le seul moyen de leur rendre l'appareil, de les énerver, de leur faire ressentir ce que je ressentais. Je me sentais comme un animal. Révélées il y a 3 ans par une commission d'enquête indépendante, ces vidéos ont fait de Dylan un symbole, celui d'une jeunesse aborigène sacrifiée. Pour moi, c'est une question de race, c'est certain. L'essentiel de cette violence est dirigé contre les aborigènes. Rien n'est fait pour réinsérer les jeunes et faire de nous de meilleures personnes. Il s'agit seulement de nous briser. Certains des officiers présents dans ces vidéos ont été poursuivis en justice. À ce jour, aucun n'a été condamné. Aujourd'hui, en Australie, d'autres minorités sont aussi victimes de discrimination. Attisée par des partis nationalistes et xénophobes, la haine des musulmans gagne du terrain.
Fraser Anning est l'homme politique le plus controversé d'Australie. Après l'attentat de Christchurch, ses déclarations ont soulevé une vague d'indignation. Et cette vidéo a fait le tour du monde. Je crois que ce genre de choses arrive quand les gens se sentent attaqués dans leur propre... Grand habitué des provocations, Fraser Anning s'est fait connaître des Australiens lors de son discours d'investiture au Sénat. Il y faisait alors une référence ambiguë à l'Holocauste. Il faut une solution finale au problème de l'immigration, et c'est le vote populaire. Nous retrouvons le sénateur en pleine campagne pour sa réélection. Fraser Anning a toujours nié faire référence au régime nazi dans ses discours. La solution finale, ça a été sorti de son contexte. Dans les 9 ans qui ont précédé mon discours, 22 hommes politiques ont utilisé ces deux mêmes mots dans des allocutions au Parlement. Et personne ne s'est indigné. On me met des étiquettes de néo-nazis, de suprémacistes blancs, de racistes. Mais tout ça, c'est des mensonges. Par exemple, moi je défends la communauté juive et les Israéliens. En ce jour de vote, le sénateur controversé est venu soutenir son candidat dans ce district, à quelques kilomètres de Brisbane. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Sympa ta casquette, dis donc. J'aime bien la bleue aussi. Alors comment ça se passe? On essaie, je fais de mon mieux. On a de bons retours, tu sais. Oui, on a beaucoup de soutien. Déçu par les autres partis d'extrême droite, Fraser Anning vient de lancer son propre mouvement nationaliste. Aujourd'hui, il espère remporter quelques sièges à l'Assemblée et au Sénat. Votez Fraser Anning! Avec un programme clair, réduire drastiquement l'immigration et interdire définitivement l'entrée des musulmans dans le pays. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a accueilli des musulmans et qui n'est pas défaillant aujourd'hui. Ou alors ils sont eux-mêmes devenus un État musulman. Je ne pense pas que les Australiens veulent devenir une minorité dans leur propre pays. Moi, j'ose le dire, et on me traite de raciste. S'ils veulent me traiter de raciste pour ça, aucun problème, ça me va très bien. Mais quelle est votre solution alors? D'abord, interdire l'immigration musulmane. Ensuite, il faut les ficher parce qu'ils nous tuent en pleine rue. C'est comme avec n'importe quel autre criminel dangereux. Il faut savoir où ils sont. Sinon, de bons Australiens vont mourir. Et nous n'avons pas besoin de ça. Des propos haineux et diffamatoires, pénalement répréhensibles en France. Pourtant, dans toute l'histoire de l'Australie, seules 4 personnes ont trouvé la mort lors d'attaques terroristes islamistes. Mais le programme du sénateur séduit. Tu l'as pas tapé assez fort cette tapette avec son œuf. Quel plaisir de vous voir. Comment tu t'appelles? Jeffrey, la persistance gagne toujours face à la résistance. Alors continuez comme ça. Compte sur moi, Jeff. Qu'est-ce qui vous plaît dans le programme de M. Anning? Avant tout, c'est ce qu'il propose sur l'immigration. Ensuite, c'est l'Australie d'abord. L'Australie peut aider le reste du monde, mais il faudrait commencer par s'occuper de nos problèmes. Et avec M. Anning, c'est l'Australie et les Australiens d'abord. C'est pour ça que je le soutiens. Quelques jours plus tard, les résultats de l'élection tombent. Malheureusement pour Fraser Anning, aucun de ses candidats n'a finalement été élu et il a lui aussi perdu son poste de sénateur. C'est finalement son ancien parti plus modéré qui a obtenu le siège qu'il convoitait. Depuis quelques années, les partis xénophobes se multiplient et progressent dans les urnes. Pour mieux comprendre le phénomène, nous avons rendez-vous avec l'un des plus fins observateurs de la politique australienne. Tim Soutphommasane est professeur à l'Université de Sydney. Il a aussi été haut-commissaire aux discriminations raciales. Selon lui, le racisme d'aujourd'hui trouve ses sources dans l'histoire même du pays. Le problème du racisme en Australie a des racines historiques. Cela remonte à l'histoire de la colonisation par les Anglais. Il faut bien comprendre que lorsque l'Australie est devenue une nation, en 1901, elle s'est définie comme une nation blanche. Ce n'est qu'à partir des années 70 que l'Australie est devenue multiculturelle et multiraciale. Et d'ailleurs, c'est un véritable exemple en termes d'immigration réussie.
Mais malheureusement, aujourd'hui, nous voyons ce rapport à la race ressurgir. Et de plus en plus d'acteurs politiques assument publiquement leurs idées racistes. C'est une tendance que nous n'avions pas observée depuis très longtemps. Ironie de l'histoire, ces idées xénophobes sont parfois défendues par des Australiens eux-mêmes issus de l'immigration. Melbourne, au sud du pays. Dans cette petite église de banlieue, la messe est dite par un pasteur d'origine sri-lankaise. Ici, on prie Dieu, entre autres pour qu'il protège les frontières du pays. Au lendemain des élections nationales, le pasteur Daniel Nilaya et ses fidèles sont sur un petit nuage. Le Parti conservateur australien a remporté une large victoire et le nouveau chef du gouvernement est un fervent chrétien, partisan d'un contrôle strict de l'immigration. Bonjour à tous. Quelle journée magnifique. Allez, on applaudit bien fort. Alléluia. Jésus est parmi nous. Nous avons un Premier ministre évangéliste. Homme d'église, le pasteur est avant tout un homme politique. Il dirige un parti qui défend une Australie chrétienne face au danger de ce qu'il dénonce comme une invasion musulmane. Aujourd'hui, partout en Europe, la chrétienté se meurt et l'islam progresse. Pourquoi ? Parce que les gens ne vont plus à l'église. Et les églises se transforment en mosquées. Partout en Europe, c'est la pagaille. Vous comprenez le message ? Il faut monter la garde, car si vous ne surveillez pas l'ennemi, il prendra le contrôle de notre nation. L'ennemi de l'Occident est impie. Et il faut se défendre contre cette attaque. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Persécuté au Sri Lanka pour son appartenance à la minorité chrétienne, David Nilaya trouve refuge en Australie, il y a 22 ans. Il y fonde une famille et devient rapidement un fervent nationaliste. S'il n'est pas contre la présence de différentes ethnies, il juge l'islam incompatible avec les valeurs de son pays d'adoption. Le pasteur est en pleine guerre de religion. Le monde est en conflit avec l'islam. Le gouvernement le sait, mais c'est politiquement incorrect de le dire. Si on dit ce genre de choses, on se fait traiter de raciste. Mais ma couleur de peau est un avantage. Et c'est pour ça que j'ai créé un parti politique. Notre but, c'est d'attaquer, ou plutôt de s'opposer au multiculturalisme et de garder l'Australie australienne. Le révérend a fait de sa couleur de peau l'étendard de sa parole décomplexée. Depuis le début des années 2000, il court les plateaux de télévision pour prêcher en boucle son message anti-islam. Nous avons le choix. Soit nous suivons le Coran et la charia, et alors nous deviendrons des esclaves, soit nous suivons la Bible et nous serons une société libre et démocratique. Tous les vrais musulmans sont des radicaux, malheureusement. S'ils suivent le Coran, ce sont des radicaux. Malgré la virulence de ses propos et leur caractère diffamant, Daniel Nilaya ne manque pas de tribune. Ce jour-là, il est l'invité vedette d'une radio chrétienne. Vous ferez attention là en sortant, hein. Sous le regard de ferventes admiratrices, c'est une fois encore les musulmans qui sont la cible de ces attaques. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Wilm's Front. Avec moi dans le studio aujourd'hui, un Australien très fier de l'être, le pasteur Daniel Nilaya. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être ici. Beaucoup de groupes ethniques viennent s'installer en Australie et créent des sortes d'enclaves dans lesquelles ils vivent entre eux. Mais c'est surtout vrai avec les musulmans. Pourtant, ce n'est pas cela le multiculturalisme qu'on nous avait promis, non ? Je suis moi-même né au Sri Lanka et mon ethnie ne changera jamais. Mais je suis avant tout un Australien. Si tu n'aimes pas ce que tu vois ici, si tu penses que l'endroit d'où tu viens est mieux que l'endroit où tu t'installes, alors pour l'amour de Dieu, ferme-la, tire-toi et retourne dans ton pays. Je te conduirai moi-même à l'aéroport. Le pasteur ne s'en tient d'ailleurs pas qu'au discours. Avec les élus de son parti, il a déjà réussi à empêcher la construction de plusieurs mosquées en Australie.
Chaque mosquée est un refuge potentiel pour le terrorisme. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc on s'oppose à leur construction. Nous n'avons franchement pas besoin de nouvelles mosquées en Australie. N'en déplaise au pasteur Nilaya et à ses propos haineux, l'Australie compte aujourd'hui plusieurs centaines de mosquées. C'est à Sydney qu'une grande partie des 600 000 musulmans d'Australie a élu domicile. Plus précisément dans le quartier de Lakemba, en banlieue de la ville. C'est là que se trouve la plus grande mosquée du pays. En ce mois de Ramadan, elle peut accueillir jusqu'à 10 000 fidèles par soir. Mais depuis peu, il prie dans la peur. Le 15 mars 2018, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, le pays voisin, en pleine prière du vendredi, un suprémaciste australien entre dans une mosquée armé d'un fusil d'assaut et tire sur les fidèles. Des scènes d'horreur dans un pays habituellement calme. Bilan de l'attaque, 51 morts et 49 blessés. À la mosquée de Lakemba, c'est la fin de la prière du vendredi. Ahmad veille à la sécurité de chacun. Cet Australien d'origine libanaise dirige l'association qui gère le lieu de culte. Hé, salut, comment ça va? Bien? Vous avez prié ce soir? C'est qui ton père? Il est là? Ok. Tu viens ici tous les soirs? Ah, c'est bien. Ahmad appelle une partie de la classe politique australienne à arrêter la stigmatisation des musulmans. Nous espérons que les gens vont ouvrir les yeux et que ces discours de haine vont s'arrêter. Parce qu'on sait maintenant que cela peut conduire à des actes de violence. Ces gens utilisent cette rhétorique à des fins politiques. Mais malheureusement, tout ça va beaucoup trop loin. Face à la haine, certains musulmans ont décidé d'agir. À quelques kilomètres du centre-ville de Sydney, une association tente de s'attaquer aux clichés qui collent à la peau de la communauté. Lancée par Chouve, un Australien d'origine libanaise, cette initiative citoyenne vient en aide aux plus démunis. On va bientôt avoir assez de nourriture pour 1 an et demi. Chaque semaine, ces bénévoles distribuent de la nourriture à ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur religion. Chouve a appelé son association Giving Back Australia pour rendre à l'Australie ce qu'elle lui a offert. Je suis né dans ce pays. Mes parents sont venus ici. Oh, vous allez me faire pleurer. Mes parents sont arrivés dans les années 70. Ils sont venus d'un pays déchiré par la guerre. J'ai pu naître dans un hôpital gratuitement. Je suis allé dans une école publique gratuitement. J'ai eu mes enfants ici. L'Australie nous a tant donné. Je voulais que moi et d'autres musulmans qui ont immigré ici donnent en retour à ce pays magnifique qu'est l'Australie. Comme les parents de Chouve, une grande partie des musulmans d'Australie est arrivée dans les années 70. Mais leur intégration reste difficile, surtout pour ceux qui affichent leurs croyances. Avec sa longue barbe et son chapeau de prière, chaque jour ou presque, Chouve est la cible d'insultes. On me dit souvent de retourner dans mon pays. Et ça me fait bien rire, parce que c'est ici mon pays. Je suis né ici. Où veux-tu que j'aille? Et quand on va faire les courses, on a souvent des remarques racistes, du genre « Ne nous faites pas exploser, hein !» On nous traite de terroristes, ou on m'appelle Oussama. Avec mon association, on espère briser ces barrières et combattre l'islamophobie. La nourriture distribuée par Chouve est collectée dans les écoles du quartier et auprès de donateurs privés. Steve, on va donner les fruits et les légumes. C'est pour lui, sa femme et leur bébé. Lui, c'est Steve. Il travaille avec nous. Il est moche, mais il est sympa. Et dis donc, tu t'es déjà vu dans un miroir, toi? Steve est chrétien. Il est devenu bénévole pour l'association il y a 1 an. Avant,
lui aussi avait des préjugés sur les musulmans. Moi, ça m'a ouvert les yeux. Avant, je pensais la même chose que beaucoup d'Australiens. Mais les gens ne comprennent pas que les musulmans ne sont pas tous extrémistes. La plupart d'entre eux sont des gens très bien. C'est comme chez nous, les chrétiens. Un espoir, un exemple de fraternité à opposer aux arguments violents d'une minorité raciste. L'attentat de Christchurch perpétré par Brendan Tarrant, un suprémaciste blanc australien, a été unanimement condamné par tous les partis politiques du pays. L'opinion publique, sous le choc, a contraint les extrémistes les plus radicaux à se faire discrets. Nous avons rendez-vous à Melbourne avec un homme qui a fréquenté le terroriste. Tom Sewell est à la tête d'un groupuscule d'extrême droite, la Lads Society. Surveillé de près par les services de renseignement, Tom préfère nous donner rendez-vous en pleine rue. Mais comme une provocation, il n'a pas choisi le lieu par hasard. Si vous regardez autour de vous, vous ne verrez pas beaucoup d'Australiens. Si vous aviez une maison avec votre famille, qu'est-ce que ça vous ferait si des gens vivaient au sous-sol, comme si c'était une sorte de colocation? Avant ma naissance, ce quartier était un quartier de travailleurs blancs. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, nous sommes les seuls blancs dans tout le quartier. C'est la preuve que la colonisation est presque terminée. Depuis l'attentat de Christchurch, la Lads Society fait profil bas, car Tom avait tenté de recruter l'auteur de l'attaque. Il y a quelques années, j'ai eu des conversations avec lui sur Internet, car nous partagions les mêmes idées. Mais il n'a pas voulu nous rejoindre parce qu'il partait s'installer en Nouvelle-Zélande, et on a perdu le contact. Le gouvernement considère que ce lien est suffisant pour nous traiter comme des terroristes. Alors en ce moment, nous sommes obligés de garder nos réunions et nos locaux secrets. C'est du sérieux, c'est pas des conneries. Voici le lieu où se retrouve habituellement la Lads Society. Dans cette vidéo, l'organisation est présentée comme un banal club de sport privé, exclusivement réservé aux hommes. En réalité, il s'agit d'une société secrète aux objectifs politiques clairs. C'est une fraternité, c'est une communauté. C'est ce dont le pays a besoin. Son but, fonder une nouvelle nation blanche. Face à la peur du grand remplacement, Tom et son groupe rêvent d'un État exclusivement réservé aux Blancs. Nous voulons fonder un État ethnique, recréer l'Australie d'avant. Pour cela, nous devons nous organiser, avoir nos institutions parallèles, nos propres terres. Car quand la guerre et l'instabilité seront là, nous serons prêts, nous serons protégés, et tout sera en place pour créer une nouvelle nation. Une nation avec tout ce que cela implique? Oui. Avec un gouvernement, une armée? Oui, bien sûr. Et s'ils essayent de s'en prendre à nous, on verra ce qui se passera. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous verrez. On ne va pas abandonner comme l'ont fait les Blancs en Afrique du Sud. Ce sont nos terres. Le propos est déterminé, voire menaçant. À l'image de Tom, l'extrême droite australienne se radicalise. Elle rêve désormais d'un apartheid, un État fondé sur la ségrégation raciale. Si l'Australie n'a jamais basculé dans cet extrême, pendant des années, Blancs et Aborigènes vivaient séparés. Depuis près de 200 ans, Redfern est le quartier aborigène de Sydney. Redfern a longtemps été un ghetto. À l'ombre de ses tours, la pauvreté, le crime et la drogue. Le lieu a aussi connu les violences policières et les émeutes. 14 février 2004, les rues du quartier sont à feu et à sang. Plus tôt dans l'après-midi, un aborigène de 17 ans est mort empalé sur une barrière alors qu'il tentait de fuir la police à vélo. Pendant toute une nuit, ils vont en découdre avec les forces de l'ordre. Mais depuis quelques années, la situation s'améliore à Redfern, grâce notamment à Shane Phillips, un des leaders de la communauté. 3 fois par semaine, cet ancien boxeur réveille les jeunes du quartier, à 5 h du matin. Salut. Salut. Ça va mon pote? Ça va. Alors quoi de neuf? Oh, rien de spécial. Son idée, leur imposer une discipline stricte pour les garder dans le droit chemin. Beaucoup de ces gamins ne se réveilleraient pas avant 7 h, ou même plus tard. Là, ils doivent se réveiller à 4 h pour qu'on puisse les récupérer à 5. On veut leur enseigner la force de notre peuple, la discipline, la régularité, le mental, dès les petites heures du matin.
Les programmes du gouvernement se concentrent sur nos problèmes. Nous, on se focalise sur nos forces. C'est cet esprit positif qu'on veut inculquer aux gamins. Direction, la salle de boxe. James, toi et moi. Allez, vas-y, des directs. Beaucoup des stagiaires du programme sont d'anciens délinquants. Allez, vas-y, de bons coups, gauche, droite, vas-y. Grâce à la boxe, Shane leur enseigne le respect et la rigueur. Il espère ainsi leur éviter un retour à la case-prison. James vient tout juste d'intégrer le programme. Il y a encore une semaine, ce jeune homme de 21 ans purgeait une peine de 2 ans pour vol. Il y a une bonne atmosphère ici. Les gens ne nous jugent pas pour ce qu'on a fait dans le passé. Et puis ça te donne un cadre, une routine. Ça te tient éloigné des problèmes de la rue. Parce qu'avec tout ce qui se passe dehors, tu peux très vite déraper. Il y a quelques années, les violences entre les forces de l'ordre et les jeunes aborigènes étaient quotidiennes à Redfern. Alors, pour apaiser les tensions, Shane a proposé au chef de la police d'enfiler les gants. Andy et ses hommes viennent désormais s'entraîner chaque semaine avec les jeunes du quartier. Ça a eu un impact très positif. Ça a nettement amélioré nos relations. À mon époque, on se tapait dessus tout le temps. On avait une mauvaise image les uns des autres. Mais ce qu'on a vu ici, c'est qu'en travaillant ensemble, ça change tout, ça marche. Si on investit du temps avec ses familles, ça peut avoir un impact énorme sur nous tous. En fait, ça marche dans les deux sens. De notre point de vue, si on a un problème avec un jeune, par exemple, on peut aller voir Shane. Il peut m'aider. Il peut nous ramener le gamin plutôt qu'on aille l'arrêter chez lui, qu'on lui court après. Depuis 10 ans, le taux de criminalité chez les jeunes aborigènes a chuté. Et ça dans tous les types de crimes. Alors pour nous, c'est bénéfique. En seulement 10 ans, la criminalité a baissé de 70% à Redfern. Peu à peu, l'ancien ghetto de Sydney reprend vie. Si de nombreux aborigènes peinent à trouver une place dans la société, certains connaissent le succès. C'est le cas de Miriam Korowa. Fille d'une aborigène et d'un Anglais, cette journaliste dynamique est une star du petit écran. Bonjour, je vais avoir besoin d'un boîtier de micro. Tu peux prendre le mien. Merci beaucoup. Myriam présente le journal télévisé de l'une des plus grandes chaînes australiennes, ABC. C'est tout bon? Chaque week-end, son programme est regardé par plus d'1 million d'Australiens. Bonjour et bienvenue sur ABC, je suis Miriam Korowa. Un soldat thaïlandais a ouvert le feu dans la rue, tuant au moins 20 personnes. Myriam a commencé au bas de l'échelle. Elle a lentement gravi les échelons pour devenir la première aborigène à présenter ce prestigieux journal du week-end. Parfois, je me pince pour être sûre que je ne rêve pas, que je suis bien ici, à ce poste. Beaucoup de gens n'osent pas tenter leur chance. Alors j'espère que ça aidera certaines personnes à comprendre que rien n'est impossible. La présentatrice a le triomphe modeste, car les visages aborigènes sont très rares à la télévision. Craig, son réalisateur, travaille chez ABC depuis 20 ans. Il n'a que très rarement collaboré avec des natifs australiens. Il y a plus de diversité à la télévision aujourd'hui. Mais Myriam reste une exception. Ça s'améliore, notamment dans le milieu de l'information. Mais en ce qui concerne la fiction, par exemple, les programmes sont toujours largement dominés par l'Australie blanche. Myriam est aujourd'hui une journaliste reconnue, mais sa carrière a été un parcours du combattant. Si je n'avais pas persévéré malgré les discriminations à l'école, le harcèlement, le racisme, ce genre de choses, je n'aurais jamais terminé le lycée. Je ne serais pas allée à l'université. Et sans cela, mes possibilités de faire carrière auraient été vraiment très limitées. Malgré les embûches, la famille de Myriam l'a toujours encouragée à poursuivre ses rêves. Ce message,
Elle entend aujourd'hui le transmettre à son fils. Le lendemain, aux petites heures du matin, nous retrouvons la journaliste chez elle, dans la banlieue de Sydney. Tu veux quelque chose d'autre? Oui? Ok. Divorcée, elle élève seule Yuin, son garçon de 6 ans. Aucune maison australienne ne serait complète sans ceci. Notre fameuse pâte à tartiner salée. Si vous voulez que vos enfants soient grands et forts et intelligents, c'est ça qu'il vous faut. Comme Myriam, Yuin a grandi entre deux cultures. Je peux avoir un pied? Oui, celui que tu veux. Alors je choisis celui-là. Son père est un Australien blanc, descendant des premiers colons européens. Il sait qu'il est aborigène, mais il voit cela avec ses yeux d'enfant. L'année dernière, on lui a posé la question et il a répondu « Oui, je suis aborigène et mon père l'est aussi ». En fait, le père de Yuin a des origines allemandes et irlandaises et il a les yeux bleus. Je trouve ça mignon que Yuin n'associe pas cela avec une apparence particulière. Myriam, elle, a grandi dans les années 70, une époque où les couples mixtes étaient rares en Australie. Pendant longtemps, elle a eu du mal à définir sa propre identité. Là, c'est ma mère, ma sœur et moi. Et la petite fille là, c'est ma mère. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal avec l'idée de ne pas être acceptée par la société dominante. Mais d'un autre côté, suis-je vraiment aborigène? J'ai reçu une éducation supérieure. J'ai été à l'université, je travaille dans les médias. Je ne vis pas dans une communauté aborigène. En fait, je ne colle pas à l'image typique de l'aborigène. Mais avec le temps, j'ai fini par réaliser qu'on pouvait être aborigène, et tout le reste aussi. Tic-tac, tic-tac. Combien de sacs on doit prendre ce matin? 1 millier. 1000 sacs aujourd'hui? Comme chaque matin, avant de se rendre au travail, Myriam dépose Yuin à l'école. Au revoir. Mais aujourd'hui, la journaliste ne présente pas le JT. Elle est en reportage. Sujet du jour, la nouvelle pièce de théâtre d'une grande compagnie australienne. Il y a 2 caméramans avec moi. Au début de sa carrière, Myriam était exclusivement cantonnée aux actualités indigènes. J'ai beaucoup travaillé pour des émissions sur les aborigènes, parce qu'on considère que je connais mieux le sujet. Mais vous savez, je peux couvrir d'autres sujets, comme le premier homme sur la Lune, non, par exemple? Ou pourquoi pas, comme aujourd'hui, la dernière pièce de théâtre de la compagnie de Sydney. Forte de sa réussite, Myriam espère aujourd'hui être un exemple pour les jeunes aborigènes. Et la journaliste a confiance en l'avenir. Nous, les aborigènes, nous avons de gros problèmes d'inégalités économiques. Il y a beaucoup trop de gens en prison. Nous avons un des taux de suicide les plus élevés au monde chez les jeunes. Cela montre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas vraiment rond. Mais j'ai de l'espoir. Ma vie est déjà bien différente de celle de ma mère et de ma grand-mère. Je peux avoir des rêves, atteindre mes objectifs, et ce sera encore mieux pour mon fils. Donc oui, j'ai de l'espoir. Si Myriam a réussi, c'est aussi parce qu'elle a grandi à Sydney, une grande métropole pleine d'opportunités. Mais plus on s'éloigne des grandes villes, plus les chances de réussite s'amenuisent. C'est notamment le cas à l'extrême nord du pays. À plus de 4000 km de Sydney, au-delà du bush australien et de ses plaines sauvages. Darwin. Capitale de son État, la ville est le point de chute d'aborigènes venus des campagnes. Souvent sans travail ni logement, ils sont des centaines à vivre dans la rue. Pour leur venir en aide, une organisation indigène patrouille en centre-ville. La Larrakia Nation, du nom de la plus grande tribu de la région. Comme chaque jour, Kyle et son partenaire font leur tournée.
Il y a beaucoup de gens qui viennent de communautés isolées et ils se retrouvent bloqués ici. Ou bien ils viennent ici pour des raisons personnelles. Et... Ah, ça c'est pour nous. Salut, ça va mon frère? Ça va et toi? Ça va, merci. Vous êtes qui? On est la Laraka Nation. Tout va bien? T'es dans la rue aujourd'hui? Tu veux aller en désintox? Ou en refuge? Tu peux y passer la nuit. Je sais pas. T'as pas 3,50 $ plutôt? Non, j'ai pas d'argent sur moi, mais on va revenir te chercher en bus, ce sera plus facile avec ta jambe. Face à l'ampleur du problème, la Laraka Nation est débordée. L'organisation ne peut offrir qu'une aide d'urgence et n'a pas les moyens de loger tous les sans-abri de la ville. On n'a pas de famille, on n'a pas de maison, on dort dans l'herbe. On vit comme ça depuis des années et des années. C'est comme ça qu'on vit à Darwin. Bon allez, essayez quand même de passer une bonne journée. Prenez soin de vous. Ouais, toi aussi. Ici, c'est Palmerston, à Darwin. Le fait qu'on soit aborigène, ça aide. On fait plus d'efforts pour eux. On essaye de faire ce que les autres ne font pas. C'est assez triste, tout ça. Mais je suis content qu'on ait des services qui essayent d'aider ces gens. À la tombée du jour, Kyle et son partenaire rentrent à la base. Au petit matin, une autre équipe de la Laraka prend le relais. Sa mission, récupérer ceux qui ont passé la nuit en garde à vue et les ramener en lieu sûr. Oui, bonjour, c'est la patrouille de nuit de la Laraka Nation. Dès qu'on s'est occupé des autres, on va venir te chercher. Surtout, tu ne bouges pas de là où tu es, d'accord? Cela fait 20 ans que Gavin est confronté à la misère de la rue. Au fil du temps, il a vu la situation de sa communauté se dégrader. Il y a toutes ces sales drogues qui sont arrivées, comme les méthamphétamines. Beaucoup de gens en prennent. Et après, ça devient très compliqué de retrouver une vie normale, une fois qu'il y a touché. Il y a aussi beaucoup plus de gamins dans les rues. Il y en a qui étaient dans des foyers, les services sociaux s'occupaient d'eux. Mais ils se sont enfuis. Et après, ils se retrouvent à la rue. La plupart du temps, les gardés à vue sont arrêtés pour consommation de drogue ou d'alcool sur la voie publique. Comme chaque jour ou presque, ils sont tous aborigènes. Allez, on est prêt à décoller. À Darwin, la police a la réputation de cibler les premiers Australiens. La police, ils nous arrêtent, nous, les aborigènes. On finit tous au poste. Et le lendemain, tu peux même te retrouver en prison. C'est ça la vie à Darwin, quoi. Drogue, alcool, misère. Allez, bonne journée. Prenez soin de vous. Et toi, tu fais gaffe à toi, hein. À Darwin, de nombreux aborigènes vivent comme perdus entre deux mondes. Comme s'ils étaient incapables de se conformer aux normes dictées par les Blancs depuis 200 ans. C'est le chapitre le plus sombre de l'histoire de l'Australie. Au XIXe siècle, les colons anglais ont tenté d'éradiquer la race aborigène. D'abord par les armes, puis en organisant le métissage. Pendant des décennies, le pouvoir en place a tenté de blanchir la population noire. Autre mesure, les enfants aborigènes pouvaient être arrachés de force à leurs parents. Placés dans des couvents ou des familles d'accueil, ces enfants devaient alors apprendre à vivre comme de bons petits blancs. Une pratique qui a perduré jusqu'au début des années 70. Plus de 100 000 enfants auraient été victimes de cette politique. On les appelle les générations volées. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Des centaines de personnes manifestent dans les rues de Sydney. Ils protestent contre ce qu'ils appellent la nouvelle génération volée.
Actuellement, un enfant aborigène a 10 fois plus de risques d'être retiré de sa famille par les services sociaux. Et dans la moitié des cas, ils sont placés loin de leur communauté, dans des institutions ou des familles blanches. Elle-même victime de ces retraits forcés, Hazel Collins est l'organisatrice de la manifestation. Cette grand-mère métisse aborigène se bat contre ce qu'elle considère comme un génocide culturel. Et pour se faire entendre, elle a choisi de le clamer sous les fenêtres du Parlement régional. Il y a des personnes blanches dans ces bureaux, assis derrière nous, qui nous dictent à nous, les autochtones, ce qui est mieux pour nous, comment nous devons vivre. Alors à eux, je dis, allez vous faire foutre. Ils n'ont pas réussi à exterminer tous les aborigènes. Alors maintenant, ils essaient de nous faire disparaître à travers nos enfants, en éradiquant notre culture, en effaçant notre héritage et en leur apprenant à être quelque chose qu'ils ne sont pas. Ryan? Comme des milliers d'autres familles aborigènes, Hazel Collins a été séparée de ses petits-enfants. Pendant des années, Ryan a été placé dans plusieurs familles blanches. C'est comme si vous étiez kidnappé par un inconnu. Ma mère me donnait tout ce dont j'avais besoin. J'étais heureux, jusqu'à ce qu'ils m'enlèvent. Ils sont venus, ils m'ont séparé des miens et m'ont mis chez de parfaits étrangers. Je n'avais même pas de chaussures aux pieds quand on m'a pris. C'était circuler, il n'y a rien à voir. C'est très dur pour eux parce qu'ils ne grandissent pas comme des aborigènes. Nous éduquons différemment. Ce n'est pas juste un papa et une maman, c'est toute une communauté. Ces enfants grandissent en perdant leur identité. Ils ne savent pas à qui ils sont affiliés, d'où ils viennent. Ce sont des identités entières qui sont volées. En seulement 10 ans, le nombre d'enfants aborigènes placés a été multiplié par 2. Ils sont désormais plus de 18 000 à travers le pays. Pour tenter de mieux comprendre la réalité qui se cache derrière ces chiffres, nous avons rendez-vous avec une mère, séparée de ses enfants depuis 6 ans. Elle vit dans ce quartier résidentiel calme, non loin de Newcastle. Nous n'avons pas le droit de montrer son visage, car la loi australienne nous l'interdit. Révéler son identité permettrait d'identifier ses enfants, et c'est illégal. Nous l'appellerons Cathy. C'est une photo de mon plus jeune fils. Il devait avoir 2 ans là. Ça, c'est quand il était bébé. Elle, c'est une de mes filles quand elle vivait avec moi. Et là, c'est mon autre fille. Cette photo a été prise la dernière fois que j'ai vu mes enfants. Ça me rend triste parce que ma fille est heureuse sur cette photo. C'est le dernier souvenir que j'ai de tous ensemble. Et je sais qu'ils étaient heureux. Ils ont toujours été heureux de me voir. Mère de 5 enfants, Cathy s'en est vue retirer la garde parce qu'elle consommait de la drogue. 6 ans plus tard, elle a retrouvé une vie normale, un emploi et une maison. Pourtant, on lui interdit toujours le moindre contact avec ses enfants. Mes enfants vivent à 20 minutes de chez moi. Je sais où ils vivent. Je sais dans quelle école ils vont. Mais le système ne me laisse pas les voir. On ne me laisse même pas leur parler au téléphone. J'ai été complètement bannie de leur vie, complètement. Leurs familles d'accueil les ont convaincus que je suis une menace pour eux. C'est l'image que mes enfants ont de moi. Alors que je suis investie dans la protection de l'enfance, que je suis une travailleuse sociale, j'ai vraiment intégralement changé ma vie et ça n'a fait aucune différence. Comme beaucoup de mères aborigènes dans son cas, Cathy a elle-même été retirée de sa famille lorsqu'elle était enfant. Nous étions 9 frères et sœurs, et on a tous été placés et séparés. On a tous fini avec des problèmes d'addiction ou des problèmes avec la justice. À leur tour, nos enfants aussi sont retirés, donc le cycle n'est pas brisé. Ces politiques ont porté différents noms, mais ce sont les mêmes pratiques génocidaires de génération en génération. Nous n'avons aucun pouvoir de décision dans ce pays. Nous sommes à la merci de ces institutions qui exploitent nos droits.
Cathy pourrait bientôt perdre définitivement ses enfants. Les familles dans lesquelles ils sont placés ont lancé des démarches pour les adopter. Une loi, récemment votée, les autorise à le faire au terme de 5 ans de garde, sans que Cathy n'ait son mot à dire.